qui est normal. Bon, avant de commencer... Ça, c'est la réponse de Dr Massamba. J'attendais mon moment, Merci, professeur, merci beaucoup. Merci bien. Bon, avant de commencer, il est intéressant de faire ce qu'on appelle un geste pour rappeler aux élèves toutes les précautions qu'ils doivent prendre pour éviter la contamination au corona. Oui. Donc, c'est important. C'est important. Oui. Les mesures d'hygiène, c'est ce qui justifie aujourd'hui le dispositif. Il est bien servi par un gain. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est important. Les mesures d'hygiène, c'est ce qui justifie aujourd'hui le dispositif que vous avez vu sur le plateau de votre émission, la salle des professeurs. Maintenant, place à un gain après le 5e. Merci beaucoup. C'est important. Bon, aujourd'hui, nous allons changer un peu de méthode. Nous allons commencer à vous proposer, chers élèves de la classe de 3e, un exercice portant sur la respiration chez l'espèce humaine, un exercice qu'on va corriger et commenter. Et après le commentaire du corrigé de l'exercice, on va passer à quelques rappels. Ici, nous avons un exercice, la respiration en altitude. On va lire ensemble. Lorsque l'on se déplace en montagne, à partir d'une certaine altitude, des troubles apparaissent. Des maux de tête, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque et surtout des difficultés à respirer. Le rythme respiratoire augmente aussi à chaque inspiration et chaque inspiration devient plus profonde. C'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Pour connaître sa cause, on a mesuré à différentes altitudes la quantité de dioxygène présent dans un litre d'air atmosphérique. Les résultats obtenus sont consignés dans la figure ci-dessous. Et nous avons comme question, la première question, on nous demande, ou bien on vous demande, chers élèves, de décrire la variation de la quantité de dioxygène en fonction de l'altitude. À la deuxième question, on vous demande aussi à quel problème est confronté l'organisme en altitude. Et à la dernière question, on vous demande d'expliquer, évidemment, comment l'augmentation des mouvements respiratoires permet de compenser la faible teneur en dioxygène de l'air. Ici, la plupart du temps, le problème que les élèves rencontrent, c'est quoi? Le problème se trouve dans l'analyse de la courbe. Parce que la plupart du temps, les élèves, au lieu de vous parler de ce que traduit la courbe, les élèves vont vous parler, d'accord, de la courbe uniquement, sans pour autant sortir les données. Il faudra faire très attention, parce que ici, au niveau de la courbe, nous avons deux axes. Nous avons un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal traduit quelque chose, de même que l'axe vertical. Ici, au niveau de l'axe horizontal, nous avons l'axe des abscisses, on l'appelle comme ça. Nous avons l'altitude. Au niveau de l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, nous avons ce qu'on appelle la quantité de dioxygène en grammes dans un litre d'air. Donc, on peut rapidement passer à la correction. Un corrigé qu'on va essayer de commenter. Donc, à la première question, on nous a demandé d'analyser. Maintenant, l'analyse revient à dire, si nous analysons la courbe, on a une seule phase. C'est une phase qui est descendante. Mais là, l'élève ne va pas rester à dire que la courbe descend ou bien la courbe diminue. Mais ici, il s'agit, d'accord, d'une phase qui est descendante. Ça traduit. Ici, nous avons la quantité de dioxygène qui diminue progressivement. C'est une diminution sans arrêt. La diminution progressive se fait en fonction de l'altitude. C'est-à-dire que ici, plus l'altitude augmente, plus nous avons la quantité de dioxygène qui diminue. À la deuxième question, on nous a demandé la question de savoir
quel est le problème confronté par l'organisme en altitude? Ici, on va répondre en disant que à l'altitude, l'organisme est confronté à un problème d'adaptation au manque d'oxygène. C'est tout ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc toujours nous avons l'organisme qui est confronté à un problème d'adaptation dû au manque d'oxygène. À la troisième question, on nous demande la question de savoir comment l'augmentation des mouvements respiratoires permet de compenser la faible teneur en dioxygène en altitude. Donc là, l'organisme qui est confronté à un problème d'adaptation dû au manque d'oxygène ne va pas rester comme ça. L'organisme va déclencher un mécanisme de régulation. C'est la raison pour laquelle on va dire en effet cette augmentation des mouvements respiratoires permet à l'organisme de s'adapter. En quoi faisant? En faisant pénétrer plus d'air dans les poumons, ce qui lui permet de prélever une grande partie ou bien une grande quantité d'oxygène en un minimum de temps. Donc c'était ça le corrigé de l'exercice. Après cette correction, nous allons passer à quelques rappels. D'accord. Peut-être corriger qu'ils peuvent retrouver sur la page igfm.sn du groupe Futur Média. Merci. Bon, en ce qui concerne les rappels, je rappelle que nous sommes toujours dans la leçon portant sur la respiration chez l'espèce humaine. Notre organisme fonctionne et en fonctionnant, cet organisme fait des échanges avec son environnement. Que fait l'organisme? L'organisme va prélever du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone, ce qu'on appelle le gaz carbonique. Maintenant, ces échanges de gaz se font à travers un mécanisme qu'on appelle la respiration. Et qui dit respiration va retenir ce qu'on appelle les mouvements respiratoires. Mouvements respiratoires. Mouvement respiratoire. Quand on parle de mouvement respiratoire, c'est un ensemble formé par deux phases. La première phase, c'est quoi? C'est l'inspiration. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est l'expiration. Si nous avons une inspiration, plus une expiration, nous avons ce qu'on appelle un mouvement respiratoire. Dans un mouvement respiratoire, nous avons un premier temps qu'on appelle l'inspiration et un second temps qu'on appelle l'expiration. Maintenant, pour chaque phase, nous avons ce qu'on appelle une manifestation de l'appareil respiratoire. Au moment de l'inspiration, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de l'inspiration, on a ce qu'on appelle une entrée d'air. L'air, ou bien de l'air entre dans les poumons. Et cet air qui entre dans les poumons va occasionner l'augmentation de la cage thoracique. Et ceci se manifeste par quoi? Par une augmentation du volume de la cage thoracique. Chers élèves, quand on vous demande qu'est-ce qui est responsable de cette augmentation de la cage thoracique, répondez en disant que l'augmentation du volume de la cage thoracique est due aux contractions des muscles intercostaux qui se trouvent entre les côtes. Ici, si on regarde bien, ici nous avons l'expiration.
Là, nous avons l'expiration. Et ce que vous voyez en rose, d'accord, ce sont les poumons. Le poumon droit et le poumon gauche. Sous les deux poumons, nous avons une sorte de toile qui nous permet de séparer le thorax et l'abdomen. Le thorax, c'est la partie du ventre qui contient l'appareil respiratoire. Le ventre, c'est la partie du ventre où on va trouver les viscères, etc. Lors de l'inspiration, les muscles intercostaux vont se contracter. Et en se contractant, les muscles vont augmenter le volume de la cage thoracique parce qu'il y a entrée d'air. Mais ici, on va dire que l'inspiration est un phénomène qui est actif. Pourquoi l'inspiration est un phénomène actif, chers élèves? Parce que l'inspiration demande de l'énergie. Parce que pour que les muscles puissent se contracter, il faut qu'il ait ce qu'on appelle de l'énergie. Sans énergie, les muscles intercostaux ne pourront pas se contracter. C'est la raison pour laquelle on dit que l'inspiration est un phénomène qui est actif. Revenons à l'expiration. L'expiration correspond à quoi? Correspond à une sortie d'air. L'air sort des poumons. Maintenant, l'air qui sort des poumons va occasionner ce qu'on appelle une diminution du volume de la cage thoracique. Et là-bas, au niveau de l'expiration, on va constater, d'accord, un abaissement, d'accord, du diaphragme. C'est ça qu'on appelle le diaphragme. Lors de l'inspiration, le diaphragme va baisser. Lors de l'expiration, le diaphragme va remonter. On ne va pas parler aussi de respiration sans pour autant parler de l'appareil qui est là. Cet appareil, vous reconnaissez, chers élèves. Cet appareil s'appelle l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire qui est composé de quoi? Appareil respiratoire qui est composé par deux éléments. Nous avons ce qu'on appelle les voies respiratoires et les poumons. Les voies respiratoires et les poumons. Ici, de là à là, nous avons ce qu'on appelle les voies respiratoires. Mais ce que vous voyez là, les deux lobes qui sont là, c'est ça qu'on appelle les poumons. Les voies respiratoires sont, chers élèves, on va citer les voies respiratoires, qui sont les conduits par lesquels l'air est acheminé. Nous avons les narines, qui se trouvent au niveau du nez. Nous avons les fosses nasales. Nous avons le pharynx. Nous avons le larynx. Nous avons la trachée artère. Nous avons les bronches. Et nous avons les bronchioles. Donc ce sont les éléments constituant les voies respiratoires. En plus de ces voies respiratoires, nous avons parlé des poumons, qui sont des organes qui sont spongieux et élastiques. Donc ce sont les deux lobes qui sont là. Donc chaque poumon est subdivisé en lobes. Le poumon droit est subdivisé en 3 lobes. Mais le poumon gauche est subdivisé en deux lobes. Chaque lobe aussi est également subdivisé en lobules pulmonaires. Au niveau de ces lobules pulmonaires, nous allons retrouver des sacs à air qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Donc l'ensemble de ces alvéoles pulmonaires vont constituer la surface d'échange, d'accord, entre le sang et les poumons. Maintenant, une fois que nous avons terminé de parler de l'appareil respiratoire, on va directement parler, d'accord, de ce qu'on appelle le transport des gaz respiratoires. En ce qui concerne le transport des gaz respiratoires, le transport se fait suivant 2 modules. Une première module ou bien une première forme
qui est dite forme dissoute et une deuxième forme qui est dite forme combinée. Nous avons deux gaz qui sont transportés lors de la respiration. Les deux gaz sont le dioxygène et le gaz carbonique qu'on appelle le dioxyde de carbone. Maintenant, pour le transport de ces gaz, il y a un pigment qui va intervenir qui joue un rôle très important. Et ce pigment-là sera à trouver dans les hématies. Les hématies sont les globules rouges. Maintenant, ces gaz peuvent être transportés sous forme dissoute. C'est-à-dire, ces gaz vont se mélanger avec le plasma sanguin. Avec le plasma sanguin. L'autre manière de transporter ces gaz, c'est quoi? C'est la forme combinée. C'est-à-dire que nous pouvons avoir le dioxygène qui va être combiné à l'hémoglobine, d'accord, pour former, d'accord, une molécule qu'on appelle HbO2 qui va permettre de transporter ce qu'on appelle le dioxygène de l'air jusqu'au niveau des cellules. Nous avons aussi l'hémoglobine qui va être combinée avec le dioxyde de carbone pour former une autre molécule qu'on appelle HbCO2. Donc toujours, d'accord, cette molécule va permettre le transport du CO2, d'accord, jusqu'au niveau des poumons pour être rejeté hors de l'organisme. Donc ici, cette molécule, on l'appelle oxyhémoglobine. HbCO2, c'est carbohémo, c'est ce qu'on appelle carbohémoglobine. Carbohémoglobine. Donc c'est l'hémoglobine qui va nous permettre d'assurer le transport des gaz respiratoires jusqu'au niveau des cellules. Après le transport des gaz respiratoires, nous allons parler, d'accord, des précautions que l'individu doit prendre pour éviter, d'accord, le dysfonctionnement de l'appareil respiratoire. Il faut éviter ce qu'on appelle le tabagisme. Le tabagisme. C'est quoi le tabagisme? Dans le mot tabagisme, nous allons pouvoir sortir un mot tabac. Le tabagisme est une intoxication due à l'usage prolongé du tabac. Le tabagisme est nocif. Parce que n'importe quelle quantité que vous pouvez prendre, ça va détériorer votre organisme. Donc, la fumée dégagée par le tabac contient des substances qui sont nocives, à savoir le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone, qui peuvent causer pas mal de maladies respiratoires, à savoir quoi? Le cancer des poumons et les maladies cardiovasculaires. Maintenant, il faudra éviter aussi ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, parce que ceci pourrait détériorer le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc, professeur, c'était ça qu'on voulait présenter pour échanger un peu avec les élèves, surtout en cette période de coronavirus qui affecte les poumons. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.